Salut la machine, j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo qui va traiter d'analyse fonctionnelle, on va voir comment pouvoir répondre aux premières questions d'un sujet de bac SSI. Allez, c'est parti. On va essayer de voir ensemble quelques outils qui sont classiquement utilisés en analyse fonctionnelle et essayer de comprendre à quoi ils servent. Dans l'idée, quand on veut réaliser un système, d'abord, il y a la personne qui souhaite réaliser le système, elle a un besoin qui est réel. Maintenant, ce besoin, il va falloir l'exprimer. Donc l'analyse fonctionnelle va pouvoir nous donner des outils pour exprimer le besoin. D'une part, attention, à partir du moment où je vais commencer à exprimer quelque chose, il est possible que je commence à avoir des écarts avec le besoin réel. D'où la nécessité d'utiliser des outils particuliers pour essayer d'identifier le plus possible le besoin réel. Une fois que ce besoin sera exprimé, on va le caractériser. Caractériser le besoin, c'est dire ce que l'on veut réaliser. Comment est-ce que l'on va faire pour vérifier que l'on remplit bien le besoin? Et une fois qu'on aura caractérisé le besoin, on pourra le décomposer en fonctions techniques, ce à quoi il va devoir servir techniquement et ce qu'il va devoir réaliser techniquement pour pouvoir concevoir notre système. Et ainsi, le système conçu sera relié au besoin. Mais comme il n'est pas relié directement, il est relié indirectement à travers tout un tas d'outils, il est possible qu'il diverge un petit peu du besoin. Pour réaliser cette analyse fonctionnelle, il s'offre à nous différents outils. Une méthode plus classique qui est celle-là, qui est la méthode APTE, que l'on retrouve plutôt dans les sujets de bac SSI, et une méthode qui est plutôt utilisée, elle, en STI2D, qui est la méthode 6ML. L'une et l'autre ont des petites subtilités et viennent se compléter. Alors, ces deux diagrammes ici, tels que je les ai rédigés, sont équivalents pour exprimer le besoin. Donc si mon besoin, ça va être de marquer quelque chose sur du papier, mettons. Par exemple, de laisser une trace sur du papier, donc je souhaite l'exprimer. Je peux l'exprimer en diagramme de cas d'utilisation, comme ceci. J'ai un stylo qui est représenté, la boîte ici représentée, ça m'exprime mon système stylo. Ce à quoi il sert, laisser une trace. Il sert à qui? À gauche, à un élève, pour laisser une trace sur quoi? Du papier. Et là, on se rend compte que le deuxième diagramme qui a été dessiné ici, qui s'appelle aussi un diagramme bêta-corde, nous montre l'utilisateur qui a besoin d'un stylo pour laisser une trace sur du papier. Donc ici, ces deux diagrammes, tels que je les ai rédigés, sont absolument équivalents pour venir exprimer ce à quoi sert le système. L'expression du besoin est souvent écrite sous une forme de phrase avec un verbe d'action à l'infinitive. Par exemple, laisser une trace. Et je ne caractérise pas dans cette phrase, je ne laisse pas une trace sur du papier parce que le papier, ce sur quoi je veux laisser une trace, doit apparaître dans l'une des bulles qu'il y a quelque part sur mes schémas. Et ça, c'est vrai aussi sur l'autre diagramme qui était le diagramme 6ML. Bon, maintenant que j'ai exprimé ce besoin-là, que je sais ce à quoi va servir mon stylo, je vais essayer de détailler un petit peu plus, d'apporter des éléments supplémentaires. Ça va être la caractérisation du besoin. Ce qui est fait, c'est qu'on va mettre notre stylo en contexte. Alors le stylo, on le met soit ici en diagramme 6ML dans un cadre, soit ici en méthode APTE dans un rond. Alors ça, pour la petite histoire, ça s'appelle un diagramme de contexte et ça, un graphe des interacteurs ou alors un diagramme pieuvre. Donc on met notre système dans une bulle au centre et on va faire graviter dans des bulles qu'il va y avoir autour, alors ici des cadres et là des bulles dans cette méthode-là, les éléments qui vont avoir une interaction, des échanges avec mon stylo pendant une phase donnée. La phase, ça peut être la phase d'utilisation normale. C'est quoi une phase? Eh bien, par exemple, mon stylo, à un moment donné, il était sur une chaîne de production. Donc, si j'analyse ces interactions sur la chaîne de production, bien entendu, ça ne sera pas les mêmes interactions que pendant le moment où je vais l'utiliser. Quel intérêt ça pourrait avoir d'analyser le stylo pendant sa chaîne de production? Eh bien, comment, par exemple, il va être déplacé sur un tapis et peut-être qu'il y a des formes un petit peu particulières sur votre stylo. Vous ne vous en rendez pas compte parce que vous n'en voyez pas l'intérêt pour vous. Par contre, ça va peut-être faciliter sa préhension justement sur la chaîne de production, etc., etc. Donc, il peut y avoir des phases de recyclage et tout un tas d'autres phases. Assez souvent,
dans les sujets de bac, on se concentre plutôt sur la phase d'utilisation dite normale, c'est-à-dire pas de maintenance, pas de transport, mais vraiment au moment où on va utiliser le système. Alors, petite subtilité entre les deux diagrammes, c'est qu'ici les interacteurs humains, dans le diagramme SysML, apparaissent comme des petits bonhommes, alors que là, ça apparaît comme des bulles. Ensuite, les interactions, c'est-à-dire qu'il va y avoir un échange entre l'élève et le stylo, ça apparaît comme un trait. Une subtilité supplémentaire, par contre, dans la méthode APTO, c'est qu'il va y avoir, bien sûr, des échanges, donc c'est les traits en bleu, entre chacun des éléments des milieux extérieurs et le système que je souhaite concevoir. Mais en plus, ici, dessiné en rouge, j'ai un trait qui vient d'une bulle venant de l'extérieur vers une bulle étant elle aussi à l'extérieur et passant par le stylo. Ce genre de trait, c'est ce qu'on appelle une fonction d'interaction. Effectivement, je veux faire une interaction entre l'élève et le papier en utilisant le stylo. Donc chacun des traits ici vient représenter une fonction. Une fonction, c'est ce que doit réaliser le système. On arrive ensuite sur un tableau de caractérisation des fonctions, c'est-à-dire que chacun des traits, eh bien, je vais écrire à quoi il correspond comme fonction et je vais le caractériser. Alors, je vais donner un nom à la fonction en utilisant un verbe d'action à l'infinitif. Par exemple, la fonction d'interaction rouge, ça allait être reproduire les mouvements de la main. Voilà, effectivement, l'élève veut laisser une trace sur du papier. Je fais attention de ne pas remarquer comme nom de fonction, eh bien, la fonction que j'avais identifiée tout au début, qui était de laisser une trace sur le papier. J'essaye d'aller un petit peu plus loin, d'apporter des informations supplémentaires. Donc pour laisser une trace sur le papier, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je reproduise les mouvements de ma main, par exemple. Et ensuite, je vais mettre des critères, des niveaux, une flexibilité. Un critère, c'est comment je vais juger que j'arrive bien à reproduire les mouvements de la main sur le papier. Bien, je peux le juger de tout un tas de manières. Je peux avoir la rigidité, par exemple. La rigidité en flexion, par exemple. Effectivement, si je tiens un stylo, eh bien, il ne faut pas que la mine se mette à fléchir. Je peux aussi avoir l'écrasement de la pointe, etc., etc. Bref, c'est toutes les manières avec lesquelles je vais juger que je remplis bien cette fonction-là. Le niveau, ensuite, c'est une valeur chiffrable. Eh bien, si je veux une rigidité en flexion, je veux par exemple qu'il n'y ait pas en fonctionnement une flèche de... donc je vais marquer une flèche, c'est-à-dire la déformation de mon stylo, de plus ou moins, mettons, allez, de dixième de millimètre. Bon, ça c'est pour l'exemple. Bien sûr, il faudrait donner un niveau qui est réaliste et qui serve à quelque chose. Ensuite, l'écrasement de ma pointe, je ne veux pas que ma pointe s'écrase trop, sinon ça va laisser des gros pâtés. Donc je veux un diamètre de pointe max, quand je vais écrire, qui fasse par exemple, parce que je souhaite réaliser un stylo particulier, 5 dixièmes de millimètre, etc., etc. Et la flexibilité, c'est les tolérances que l'on va se laisser par rapport aux valeurs que l'on a mis là. Si je veux le réaliser de manière stricte, c'est-à-dire je ne veux pas qu'il y ait une flèche qui dépasse cette valeur-là, je marquerai F0. Si au contraire j'ai une grande tolérance, je marquerai F3. Et F1 pour une légère tolérance, F2 pour une tolérance moyenne. Donc c'est les tolérances que l'on va se laisser par rapport au niveau. Ça va permettre ensuite au concepteur d'aller se focaliser. Il va commencer le concepteur par réaliser, bien entendu, les fonctions qui ont une flexibilité complètement nulle, de 0. Donc il va commencer à essayer de faire ça en priorité. Et ça, il essaiera de le faire bien sûr, mais à la fin. C'est-à-dire que peut-être qu'il arrivera à le remplir, eh bien ça sera très bien, mais peut-être qu'il n'arrivera pas trop à le remplir, justement parce que ses autres fonctions étaient drastiques. Donc le but, c'est d'avoir quand même des fonctions qui n'ont pas de flexibilité pour pouvoir vraiment réaliser ce dont on a besoin et d'identifier des fonctions qui ont plus de flexibilité de manière à se laisser des latitudes au niveau de la conception. En synthèse, ce genre de diagramme, que ce soit des tableaux de caractérisation de fonctions, que ce soit des diagrammes des interacteurs ou des diagrammes de contexte, ou que ce soit des diagrammes de cas d'utilisation ou des diagrammes bêta-cornes, vont servir à expliquer ce à quoi sert le système et en quoi il est adapté pour répondre aux besoins. Donc si vous avez à répondre à des questions du genre
expliquer pourquoi le stylo est particulièrement adapté pour telle ou telle chose, eh bien je vais aller chercher des éléments de réponse dans mes tableaux. Alors pour répondre à ce genre de questions, la plupart du temps, je vais aller directement sur les tableaux de caractérisation des fonctions et je vais regarder en quoi mon système reproduit bien, ce pourquoi il devait être créé. Par exemple, laisser une trace. Cette vidéo est terminée, félicitations d'être arrivé jusqu'au bout et bon courage pour tes révisions.